On parle donc d'oncogénétique ce soir. Qu'est-ce qu'une prédisposition génétique ? Docteur Véronica Cusin, c'est la question qu'on se pose. Et quel est le risque de cancer du sein ? Et on va suivre effectivement vos diapos. Voilà, merci de m'avoir invité pour discuter de ces problèmes importants. Donc, je voulais d'abord faire un petit rappel de l'incidence du cancer du sein. Donc, il y a plus de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein qui sont diagnostiqués déjà cette année. C'est un cancer qui n'augmente pas franchement en incidence, ça reste assez stable, mais qu'il a un taux de survie qui est très bon. Juste après la prostate et le mélanome. Il faut savoir que l'âge médian des survenus de ce cancer est de 64 ans, donc le dépistage entre 50 et 74 ans prend tout son sens. 80% des cancers surviennent après 50 ans. Donc, il faut savoir qu'il existe des facteurs de risque, donc l'alcool, le tabac, le surpoids qu'on peut trouver en population générale, mais 20-30% des cancers du sein surviennent dans un contexte familial. Et c'est là qu'on commence à se poser la question de la prédisposition génétique. Mais quand on regarde vraiment l'ensemble des cancers, il n'y a que 5-10% qui sont attribuables à une vraie prédisposition génétique. Cette pyramide est la pyramide du risque, et donc elle est inversée par rapport à la pyramide de l'incidence. La population générale, c'est la population qui a le risque de base pratiquement et qui va faire le dépistage de la population générale avec la mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans. Les cas familiaux, quand on a un proche qui a été touché par un cancer du sein, on rentre dans une catégorie un peu plus à haut risque, donc avec des mammographies qu'on va faire un peu plus tôt, à partir des 40 ans, et qu'on peut faire tous les ans. Et les prédispositions génétiques, ce sont les femmes qui sont porteurs de ces prédispositions, sont celles qui ont le risque le plus élevé et pour lesquelles on va proposer une surveillance qui est beaucoup plus importante, avec des IRM, des mammographies, et à partir de 30 ans, tous les ans, une surveillance clinique avec la palpation des seins tous les 6 mois et aussi une indication de chirurgie de réduction des risques. Comment identifier une femme porteuse de prédisposition génétique ? En clair, quels sont les signes qui doivent alerter ? Donc ça, c'est la mission des oncologues et des chirurgiens qui prennent en charge les patientes. C'est de nous réadresser des patientes qui sont à risque d'avoir une prédisposition génétique. Parmi tous ces nouveaux cas des cancers du sein, sont essentiellement des femmes jeunes. Donc pour nous, un cancer du sein précoce, c'est un cancer diagnostiqué avant 40 ans, avec des antécédents familiaux, surtout si ce sont des antécédents des cancers du sein avant ménopause. Ce sont des femmes qui ont des triplés négatifs, par exemple. Là aussi, le risque des prédispositions génétiques est plus élevé. Ce sont des femmes qui ont déjà eu d'autres cancers, pas forcément les cancers du sein, mais aussi les cancers de la thyroïde, le cancer du côlon. Et les hommes aussi, comme vous avez rappelé tout à l'heure, c'est extrêmement rare pour un homme d'avoir un cancer du sein. Donc nous, c'est des patients qu'on voit systématiquement en oncogénétique. Un cancer du sein chez l'homme, c'est 1 sur 1000. Et donc ça, c'est vraiment une catégorie à risque pour nous. Une enquête génétique, ça consiste en quoi ? Voilà, je passe vite parce que c'était juste l'incidence des mutations. Donc, si on prend des grandes populations des patientes qui ont développé un cancer du sein et des contrôles, des femmes contrôles qui n'ont pas développé un cancer du sein, on fait des tests génétiques sur un panel de gènes. Je vais vous expliquer après en quoi ça consiste. On trouve que 5% des patientes qui sont porteuses de mutations dans ces gènes. Et donc, l'enquête génétique, donc ça c'est la vraie question. Donc, c'est en plusieurs étapes. C'est une vraie enquête génétique. Donc, on démarre à partir d'une patiente qui a développé un cancer dans la famille.
Et ça, c'est important pour nous parce que c'est chez les patientes qu'on va rechercher l'anomalie génétique. Les gènes sont très grands, il y en a plusieurs, donc il faut vraiment repérer cette anomalie. Et donc, sur la base des critères qu'on a vus tout à l'heure. Et donc, ces patientes sont adressées en consultation génétique et c'est là qu'on propose le test génétique. Là, donc, quand je les reçois en consultation, on va examiner le dossier, voir exactement quel type de cancer, à quel âge a été diagnostiqué. On va faire l'arbre généalogique pour voir les antécédents. On propose le test génétique et on explique. Ça, c'est une étape très importante. Ça prend du temps, mais c'est du temps qui est très important pour la patiente. Parce qu'on va lui expliquer qu'est-ce qu'on cherche exactement, qu'est-ce que c'est une anomalie génétique. On va lui expliquer dans quel gène on peut l'identifier et quel est l'impact pour son suivi et pour sa famille. Donc à la suite de la consultation, on fait rapidement une prise de sang et les résultats, on peut les recevoir au bout de 2 mois. Alors justement, à l'annonce des résultats, une anomalie génétique est identifiée dans 12% des cas. Quelle est la suite à ce stade ? Voilà. La suite est extrêmement importante avec ces patientes qui sont porteuses d'une prédisposition, donc ont un risque élevé des deuxièmes cancers du sein, où en fonction du gène, on peut identifier des risques d'autres types de cancers. Et donc, ça permet d'adapter le suivi de la patiente, qui va devenir un peu différente de le suivi standard d'une patiente qui a eu un cancer du sein, qui n'est pas génétique. Et l'autre conséquence, c'est pour la famille aussi, parce que ça engendre une série de tests en cascade chez les apparentés. On leur explique qui sont les personnes qui sont vraiment à risque dans la famille, et ça permet de les tester et du coup d'adapter le suivi en fonction de leur statut génétique, selon s'ils sont porteuses et porteurs aussi de l'anomalie génétique ou pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc les différents gènes de prédisposition ? Voilà. Là, on va un peu plus dans les détails techniques du test génétique. Donc, on connaît une centaine de gènes de prédisposition au cancer, tout cancer confondu, mais on les teste en fonction du type de cancer du patient et des antécédents dans la famille. Donc, on a un panel de gènes de prédisposition pour le cancer du sein. Et dans ce panel, on retrouve les 2 gènes qui sont les plus connus, BRCA1, BRCA2, PALB2, et notre série de gènes qui ont été introduits plus récemment dans les tests. Et on peut déjà différencier 2 catégories de gènes, des gènes à très haut risque, les BRCA1, BRCA2 et PALB2, et des gènes à risque modéré, donc qui se situent autour de 20 à 30%. Donc, par rapport toujours à le risque de la population générale qui est de 12%, c'est la ligne plus en bas, la ligne en noir. Donc, quand on regarde la fréquence des anomalies génétiques dans la population des femmes mutées, on retrouve que les gènes BRCA1, BRCA2, malgré l'élargissement des analyses sur un panel plus important, restent quand même les 2 gènes majoritaires et avec PALB2. D'accord. Mais il existe d'autres gènes pour lesquels on a très peu de familles, mais qui ont un risque, qui donnent un risque assez élevé des cancers du sein et d'autres cancers. Enfin, on va le détailler après. En fonction du risque de cancer, comment vous adaptez le suivi ? Donc, adapter le suivi, ça veut dire prévenir les autres risques des cancers. Donc, une des premières questions, c'est le risque des cancers du sein contralatéral. Donc, ça, c'est une étude très récente qui a été publiée sur une grande population des femmes qui ont eu des cancers du sein avant ménopause ou après ménopause. Dans la première colonne, vous avez des femmes qui ne sont pas porteuses d'anomalies génétiques. Et là, on voit que le risque des 2e cancers sur le sein contralatéral est faible.
Et par contre, pour les femmes porteuses d'une anomalie d'un BRCA1, BRCA2, PALB2, l'étrogène majeur, les risques des deuxièmes cancers sont assez élevés et sont encore plus élevés si on a vu le premier cancer du sein en préménopause. Donc, dans la dernière colonne, vous avez les risques des cancers du sein contralatéral pour les femmes qui sont porteuses d'une anomalie dans un gène à risque modéré, comme ATM. Et là, on voit que les risques des deuxièmes cancers sont assez faibles, comparables aux femmes non porteuses. Du coup, là, il y a une indication de surveillance, mais pas forcément de chirurgie. L'autre aspect important à mettre en évidence, c'est la différence d'incidence en fonction aussi de l'histoire familiale. Donc, on a une anomalie génétique. Mon risque dont on discute en consultation, c'est le risque estimé sur des milliers de personnes, mais après, il faut adapter ce risque en fonction de l'histoire familiale. Plus on a des cas de cancer du sein dans la famille, et plus notre risque de cancer du sein augmente. Et c'est la même chose pour le cancer de l'ovaire, pour les porteuses de BRCA1, BRCA2, et pour les porteuses des mutations de PALB2, c'est exactement la même chose. En vert, la ligne en vert représente les femmes qui n'ont pas d'antécédents familiaux. Et les autres lignes, c'est des femmes qui ont 1 ou 2 antécédents familiaux et dont le risque est beaucoup plus élevé. S'il n'y a pas d'anomalie, quel est le suivi? Comment ça se passe? Donc, vous avez vu que s'il n'y a pas d'anomalie, le risque des deuxièmes cancers est faible. Et du coup, ça sera la surveillance par mammographie annuelle, comme c'est recommandé par l'oncologue qui suit la patiente. On peut adapter ces surveillances aussi dans la famille. Il existe quand même des cas familiaux, d'autres cas de cancer du sein, donc et rajouter éventuellement un IRM. On a aussi des logiciels de calcul des risques, comme ElcanRisk, qui prennent en compte les antécédents, le résultat des tests génétiques et par exemple aussi la densité mammaire. Mais dans ce cas, il n'y aura aucun test génétique possible chez les apparentés indemnes. Donc on n'aura pas de moyen de dépister, savoir qui dans la famille est à risque pour développer un cancer. Et donc on fera un suivi à standard pour tous les patients. Des risques d'autres cancers? Voilà, on a déjà vu les risques des cancers du sein contralatéral, des cancers de l'ovaire pour BRCA1, BRCA2. Mais chaque gène a un spectre tumoral qui lui est propre. Et donc, voilà, c'est l'importance d'avoir un test génétique sur un panel de gènes pour ne pas passer à côté d'autres risques. Je ne vais pas faire tout un catalogue des gènes, mais je voulais juste rappeler deux prédispositions génétiques. Une, c'est les anomalies liées à PTEN. Donc, c'est un spectre de maladies assez différentes, dont la maladie principale, c'est la maladie des Coden. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, et dans lesquelles le risque de cancer du sein, ça peut être extrêmement élevé, avec aussi des risques de cancer du rein, de l'endomètre, de la thyroïde, du côlon, du mélanome. C'est une maladie assez complexe parce qu'il peut y avoir des manifestations dans l'enfance avec une déficience intellectuelle qui n'est pas systématique. Ça concerne une petite partie de ces patients qui peut aller jusqu'à l'autisme. Et l'autre axe important des suivis de ces patients, c'est les malformations artéroveineuses. Donc ça demande vraiment une prise en charge assez complète. Et l'autre gène dont je voulais vous présenter, c'est DH1, avec un risque de cancer du sein autour de 50%, assez élevé, et avec un risque de cancer de l'estomac autour de 30-40%. C'est un cancer de l'estomac très particulier à cellules indépendantes qui métastatise très vite, donc avec des recommandations des chirurgies gastriques préventives. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe. Véronica, quelles sont les recommandations pour une femme porteuse d'une anomalie dans un gène à très haut risque de cancer du sein?
Alors, les recommandations, après je laisse la parole aux radiologues qui sont plus qualifiés pour en discuter. Ça, c'est les recommandations de l'ANCA. Donc, c'est IRM, mammographie dès 30 ans. Pour les jeunes à très haut risque, qu'on peut adapter dans certains cas, par exemple pour BRCA, EPTEN, dans lequel on peut avoir des lésions plus précoces. On peut commencer dès 25 ans l'IRM, au moins. Et pour TP53, on n'a pas parlé parce que c'est encore plus complexe, mais l'IRM mammaire est recommandé à partir de 18 ans. Et c'est des patientes qui ont une sensibilité particulière au rayon, et donc il y a une contre-indication des mammographies. L'alternative au dépistage, à la surveillance, c'est la demande des chirurgies de réduction des risques avec une reconstruction immédiate qui fait descendre le risque des 70%, par exemple, pour BRCA1 et BRCA2, un risque inférieur à 5%, donc inférieur à la population générale. Donc c'est vraiment très intéressant, surtout si on est jeune et qu'on a un risque de cancer du sein contralatéral de 30%. C'est vraiment une option intéressante. Et la chirurgie prophylactique pour les ovaires et pour les trompes, pour les femmes à BRCA, ça c'est important aussi, parce que c'est un cancer qui est extrêmement difficile à dépister et qui donc est recommandé dès 40 ans et dès 50 ans pour PLB2. Avec une possibilité de fimbrectomie qui est un peu plus précoce pour les cas familiaux extrêmement précoces. Parlez-nous maintenant, si vous voulez bien, du risque d'être porteur de l'anomalie génétique pour les apparentés. Vous réalisez ce qu'on appelle des tests en cascade. Vous nous expliquez? Oui, alors les tests en cascade, donc c'est en cascade parce que vraiment ça concerne, on élargit petit à petit le cercle des patients, des apparentés concernés. Donc là, au centre, vous avez une femme qui est dépistée sur un cancer du sein, qui a une prédisposition génétique, une anomalie génétique. Donc ces enfants ont un risque de chacun des 50% d'avoir hérité de cette anomalie génétique. On hérite la moitié du génome de chaque parent. Et donc, si elles ont plus de 18 ans, on pourra leur proposer un test génétique pour adapter leur suivi. Si les enfants sont mineurs, il n'y aura pas de possibilité de test génétique, il n'y a pas d'intérêt médical puisqu'il n'y a pas de risque de cancer chez les enfants de moins de 18 ans. Le frère et la sœur de cette patiente ont aussi un risque de 50% d'être porteuses de l'anomalie. Les parents, il y a en principe un parent transmetteur dans 99% des cas. Et quand on fait le test à tout le monde, on peut trouver un enfant qui n'est pas porteur et donc on pourra le rassurer et rassurer sa descendance. Un enfant qui est porteur et qu'on pourra suivre en fonction de son âge, de son sexe. Les parents, c'est important, si c'est possible, de les tester, parce qu'après, c'est la branche familiale du père et de la mère qu'on va suivre et qu'on va tester à son tour. Il est donc très important, j'imagine, d'informer les apparentés. C'est même une obligation légale. Tout à fait, c'est une obligation légale. Il y a un décret depuis 2013 qui nous oblige à informer les apparentés à risque. Et ça peut se faire par voie directe, c'est ce qu'on préfère, c'est que ce soit le patient lui-même qui informe du test, de l'anomalie et de la possibilité de faire le test. Mais s'il y a une rupture dans les liens familiaux, on peut s'en charger sur délégation du patient et envoyer un recommandé sans dévoiler le dossier médical du patient, donc sans dire qui a eu le cancer. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'éviter une perte de chance pour les autres apparentés à risque. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que permet une analyse génétique dans une population à risque? Voilà. C'est vraiment le take-home message, c'est savoir prévenir le risque des deuxièmes cancers du sein ou d'un autre cancer, savoir adapter les modalités de surveillance et le conseil génétique chez les apparentés, savoir qui est à risque et qui on peut rassurer. Merci beaucoup. Si vous avez des questions dans la salle pour Véronique Acuzin,
oncogénéticienne, et également pour le docteur Grégory Lancer qui nous a parlé du dépistage et de l'intelligence artificielle. Des questions, nous avons un micro à notre disposition et on peut se déplacer vers vous. Merci beaucoup, bravo pour vos interventions. Moi j'ai une question pour Véronica Cusin. Vous nous avez dit en préambule que 20 à 30% des cancers du sein se développaient dans un contexte familial. Et en revanche, on ne retrouve des anomalies génétiques constitutionnelles que dans 5 à 10%. Donc, comment vous expliquez cette différence et comment vous abordez le sujet quand vous faites un rendu de résultats à ces patientes qui ont ce contexte familial et chez qui on dit vous n'avez pas de mutation à risque? Oui, c'est un sujet un peu compliqué parce que le cancer du sein, c'est sûrement multifactoriel. Donc, dans une famille, il y a plusieurs facteurs qui peuvent déterminer le fait d'avoir un cancer du sein. Ce qu'on a vu, ce sont des mutations qui ont un impact très fort. Donc, la partie attribuable à cette mutation, la partie des risques attribuables à cette mutation, elle est très élevée. Mais on peut avoir des anomalies génétiques dont l'impact est moins important et qui peuvent se trouver clusterisées dans une famille. Donc, des anomalies génétiques qui, à elles tout seules, ne peuvent pas donner un risque très élevé, mais quand elles sont dans une même famille, sur le même individu, là, ils peuvent augmenter le risque. C'est les tests qu'ils font sous la salive dans l'étude que vous avez montrée. C'est les polygéniques, les risques et les PPS. C'est des risques polygéniques et sur lesquels, pour l'instant, on n'a pas de test diagnostique. Mais ça, pour l'instant, c'est qu'on recherche. Donc ça peut être un axe de recherche aussi. Une précision, docteur Lancer? Non, moi j'avais juste une petite question justement parce qu'on a souvent nos patientes, parce que c'est vrai qu'elles nous parlent beaucoup en mammographie ou en échographie, elles nous posent souvent des questions, elles disent voilà, il y a eu des cancers dans ma famille, je voudrais voir si j'ai un gène, si j'ai une mutation génétique, parce que il y en a eu plein et qui je dois aller voir et qui je dois faire, c'est quelque chose, je suppose aussi en consultation de ville chez les gynécologues ou les médecins généralistes, peut-être que ces patientes-là posent les mêmes questions et c'est vrai que nous, on a tendance à leur dire qu'en fait, il n'y a pas de test génétique qu'on peut faire chez les patientes qui ne sont pas malades et que c'est forcément sur les patientes malades. Oui, en fait, un test génétique, ce n'est pas comme un dosage de glycémie, soit c'est positif, soit c'est négatif. Un test génétique doit être interprété en fonction du génotype du cas index, c'est-à-dire de la personne malade. Donc, si il faut être sûr qu'il y a un lien entre l'anomalie génétique et le risque des cancers et le cancer lui-même. Donc, c'est très important de partir d'un patient qui est malade. Après, ce qu'on voit de plus en plus en consultation, ce sont des patientes dont la mère, par exemple, ou la parenté proche est décédée. Elle est décédée d'un cancer diagnostiqué très tôt. Et dans ce cas-là, on leur fait un test génétique et parce qu'on l'aurait fait chez sa mère si elle était vivante et s'il y avait eu un test génétique disponible à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus et c'est grâce à les nouveaux séquençages en haut débit qu'on peut le faire parce que ça a accéléré beaucoup les procédures. Oui, après, pour répondre aussi, alors nous on est souvent en première ligne de ces patients-là en radiologie qu'on reçoit, et c'est vrai qu'il y a des familles à risque sans gènes retrouvés. Donc soit qu'il n'y a pas de gènes, et en effet il y a d'autres facteurs comme tu l'as dit. Parlez bien près du micro, Luc. Soit qu'il y a des gènes qu'on ne connaît pas encore. C'est pour ça que dans tous les laboratoires, ils conservent les blocs, les prélèvements, en vue éventuellement de retester des familles sur lesquelles on n'aurait pas trouvé des gènes connus aujourd'hui, peut-être pour des gènes qu'on va découvrir demain. Donc il y a à la fois ça, et c'est vrai que c'est assez complexe. Après, on donne le maximum de chance aux patientes, même quand elles n'ont pas de mutation, s'il y a vraiment une histoire familiale très importante qui ressemble à ce que tu nous as montré là, même sans gène retrouvé, on va les suivre, nous, en radiologie, quasiment comme s'il y avait une mutation. En gros, on va en parler maintenant. En gros, la place de l'IRM, à quel âge on commence, etc. etc. Donc, comme tu dis, le contexte clinique du patient princeps, de celui qui a eu le premier cancer, donc si
une maman et un cancer à 25 ou 28 ans, même si on ne trouve pas de mutation génétique dans la famille, évidemment que les filles vont être suivies très très tôt, beaucoup plus tôt que la population générale, même si on n'a pas trouvé de gène. D'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Oui, oui madame. Comment fonctionne l'intelligence artificielle dans le cadre d'une mammographie? Alors, parlez bien dans le micro parce que si... Ouais. Dans le cadre du dépistage organisé, il y a toujours une deuxième lecture. Ça, pour l'instant, elle n'a pas été supprimée. On en discute au niveau des instances de la radiologie, on en parle, on réfléchit, mais pour l'instant, il y a toujours une deuxième lecture humaine. D'accord ? Moi, à titre personnel, et je pense que mes associés, c'est pareil, moi, je regarde systématiquement l'intelligence artificielle une fois que j'ai regardé ma mammographie. Je regarde ma mammographie, je me fais une première idée, et ensuite, j'allume l'intelligence artificielle. Enfin, c'est juste, c'est un clic de souris, on regarde, et il y a l'image d'intelligence artificielle qui apparaît et qui nous indique... alors après, tout dépend des outils qu'on utilise, parce que c'est comme des applications, chacune a ses spécificités. Mais voilà, il va m'afficher en rond les boules ou les distorsions, avec un petit triangle quand c'est des microcalcifications. Voilà, enfin, c'est notre petite sauce interne. Et ensuite, il met un degré de confiance, enfin, en disant, voilà, bon, j'ai vu ça, mais je pense que c'est pas méchant. Comme je vous ai dit, en vert, alors c'est classé de 1 à 10. Voilà, j'ai vu ça, je pense que c'est pas trop méchant, donc il le met en vert entre 1 et 4, il dit voilà, là j'ai un doute, je ne sais pas trop, il met en orange, et puis ensuite, quand il pense que c'est vraiment quelque chose de très suspect, il va le mettre en rouge, mais parfois, le très suspect, ça peut être par exemple une cicatrice post-opératoire, parce que la patiente a été opérée, elle a eu une tumeur qui soit bénigne ou maligne, c'est-à-dire un cancer ou pas un cancer, peu importe, qui a laissé des images, qui a fait des calcifications, parce que ça crée des calcifications quand on a été opéré dans le sein, et l'outil va dire « Ah ben moi j'ai une image de distorsion avec des calcifications, pour moi c'est très suspect », alors que nous, on sait que la patiente a été opérée, on lui pose la question, elle nous dit « Oui, j'ai été opérée », et puis on voit, et du coup on redescend complètement dans les... Non, on fait ça systématiquement, mais c'est juste que quand il y a des contextes, nous on se sert, on n'a pas une intelligence artificielle, du coup on peut se servir nous du contexte, on peut discuter avec les patientes, voir, on sait, on a dans les prescriptions, les ordonnances, on voit, c'est écrit tumorectomie, radiothérapie, donc on sait ce qu'il y a eu en telle année, on a vraiment l'histoire de la patiente, et puis de toute façon on parle avec elle, et on voit ce qu'il y a eu, donc on interprète l'image aussi avec une histoire. Parce que le sein, il peut avoir une histoire, il a pu y avoir des macrobiopsies, on a pu laisser des clips qui peuvent être parfois pris par l'intelligence artificielle comme une image anormale, alors qu'en fait non, c'est juste un petit clip qu'on a laissé à l'intérieur, comme un marqueur. Enfin voilà, donc on adapte notre interprétation, nous, au contexte, que l'outil d'intelligence artificielle ne le fait pas toujours. Donc c'est pour ça qu'on si on a un œil critique par rapport à ce que l'outil va nous donner. C'est pas parce qu'il nous dit que c'est très suspect que ça l'est réellement. C'est juste qu'on va se dire attention, il faut vraiment que je regarde un peu plus. Alors, attendez, qu'on vous entende bien, que tout le monde en profite. On va vous amener un micro où j'arrive à vous. On ne vous entend pas, donc voilà. Oui, non. D'accord. Dites-nous tout. Est-ce qu'il n'y a que l'hôpital Cognac-Jay qui utilise Oui, bien sûr. Donc les logiciels, on les achète, tout le monde aujourd'hui s'équipe en logiciel d'intelligence artificielle. Ça fait partie du panel et de la panoplie de tous les radiologues aujourd'hui. Alors certains vont les acheter plus vite que d'autres, mais c'est en train de s'implémenter. Il y a plusieurs choses. Alors pour répondre à votre question, déjà, comment ça marche? C'est des big data, hein, c'est du deep learning, c'est comme ce que vous avez partout. Donc l'ordinateur, le logiciel apprend sur des grandes cohortes de données. Hein. Il apprend à reconnaître la sémiologie du sein. Et lui, il a reproduit, c'est pas intelligent en fait, hein, c'est un logiciel. Il dit s'il y a quelque chose qu'il a appris à regarder ou pas. Et nous, on l'interprète en fonction de, comme dit Grégory, de notre expérience et du contact singulier qu'on a avec les patients en face de nous.
Donc on n'a pas une confiance à 100% dans le logiciel. Il est là pour nous aider. Comme tu disais tout à l'heure, il nous tape sur l'épaule en nous disant là, moi je vois un truc, et nous on va décider si c'est pertinent ou pas. Donc nous on l'utilise au quotidien dans tous nos cabinets, que ce soit à Cognac J dans les cabinets en ville, et on l'utilise tout le temps pour tous les patients. Une fois qu'on a goûté à ça, on essaie de ne pas s'en passer parce que c'est un outil absolument important. On l'utilise pas encore comme deuxième lecteur de façon généralisée en France comme dans tous les pays du monde parce qu'on attend les grandes études. Il y a quelques grandes études mondiales de cohorte qui sont en train de se faire, notamment une en Norvège sur 100 000 patients qui va nous répondre à la question que vous posez, est-ce qu'on va pouvoir se passer du deuxième lecteur? Et il y a aussi une grande étude en Angleterre avec la NHA qui fait cette étude-là pour savoir dans quel cadre on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans les dépistages organisés nationaux. Parce qu'il ne faut pas confondre le travail du radiologue de tous les jours de mammographie et cette organisation particulière qui est celle du dépistage national organisé que très peu de pays, en fin de compte, au monde ont mis en place. C'est deux choses un peu différentes. Mais pour juste clarifier, tous les radiologues de France n'utilisent pas forcément un outil d'intelligence artificielle. S'ils veulent, ils l'achètent. S'ils ne veulent pas, ils ne l'achètent pas. C'est comme si vous avez une voiture, vous décidez de prendre l'ABS, qui est quelque chose qui peut vous aider pour mieux freiner, mais vous pouvez aussi, quand ça glisse, pomper avec le pied. Voilà, enfin, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'option. C'est un outil en plus. C'est comme, à un moment, j'ai parlé aussi de la tomosynthèse, la 3D du sein. C'est quelque chose qui coûte très cher, qu'on peut prendre sur un appareil mammographie, comme on peut ne pas le prendre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'indispensable, qui est recommandé, qu'on nous oblige à avoir, mais c'est quelque chose qu'on peut se payer si on a envie pour avoir un outil supplémentaire, une aide. Et nous, comme on aime bien tous ces petits outils supplémentaires, parce qu'on essaye d'être au top dans les domaines qu'on apprécie beaucoup, et il s'avère que là, c'est la scénologie, ben, du coup, on a investi dans ces outils-là. Mais les radiologues ne sont pas obligés d'investir dans ces outils-là. Oui, mais ça, c'est d'une façon générale. C'est pas lié forcément à l'IA. Voilà. Et l'IA, pour l'instant, n'est qu'un outil, en effet, d'aide. Et il n'est pas partout. D'abord, c'est comme toute nouvelle technologie, ça va s'implémenter petit à petit sur le territoire. Merci beaucoup pour vos questions. Luc Rothenberg, donc vous êtes radiologue. Tout à l'heure, le docteur Véronica Cusin a abordé les recommandations pour les femmes mutées. Ces recommandations, elles sont toutes identiques ou bien est-ce qu'il y a des nuances? Eh bien aussi, Véronica l'a dit un petit peu, bien sûr qu'il y a des nuances. Vous avez vu que les mutations génétiques, d'abord il y en a plusieurs, alors tout le monde connaît, dans nos métiers, on connaît le BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2, qui ont des niveaux de risque élevés. Et donc, vous avez vu qu'il y a parmi les gènes, parmi les 13 gènes, en fait, aujourd'hui, qu'on utilise en routine quotidienne, en tout cas en cancer du sein, il y en a une moitié qui sont considérés à très haut risque, c'est ce que nous a dit Véronica tout à l'heure, avec un risque de cancer au-delà de 40% de risque de cancer au cours du reste de la vie. Mais au-delà, c'est-à-dire BRCA1, c'est plutôt 60-70%. Et quand on parle des syndromes type TP53, donc une mutation particulière avec le syndrome de Li-Fraumeni, que tu nous as montré tout à l'heure, c'est quasiment 80% de risque de cancer. Et à côté de ça, il y a d'autres gènes avec des risques élevés, tout de même au-delà de 20% de risque dans la vie, mais qui restent en dessous de 40, entre 20 et 40. Donc ceux qui sont au-delà de 40% de risque et ceux qui sont en deçà des 40% de risque ne vont pas avoir tout à fait les mêmes façons d'être suivis. Et hop, je passe ça. Alors justement, j'avais des petites dias. Et donc dans ce suivi, ce qu'il faut savoir, et c'est très important, c'est qu'on s'adresse, vous l'avez vu souvent dans le cadre de mutations génétiques, à des femmes jeunes. La mammographie, c'est un excellent examen. Grégory vous l'a dit, en dépistage systématique organisé, on commence à le faire chez des femmes de 50 ans. Et pourquoi on le fait? Alors d'abord, c'est le haut de la courbe de Gauss du risque, mais aussi parce que la mammographie est beaucoup plus pertinente à cet âge-là, parce que les seins sont moins denses. Il y a déjà une involution, le sein, quand on est jeune, est très dense, il y a beaucoup de glandes, et il y a une involution graisseuse qui fait qu'en mammographie, la graisse est noire, la glande est blanche. Une tumeur, en général, c'est blanc. Je ne sais pas, pour les plus jeunes, ils n'ont pas connu, mais à l'époque, pour les plus vieux comme moi qui ont entendu les sketchs de Coluche, c'est la tache blanche sur un drap blanc, on ne la voit pas. Donc dans un sein dense de femmes jeunes, vous pouvez avoir une grosse tumeur toute blanche que vous ne verrez pas.
Donc d'abord, ça ne sert à rien, et c'est ce que j'ai mis là. Donc on a affaire à des patients jeunes. La densité accrue du sein chez ces patients très jeunes nous empêche d'avoir des mammographies pertinentes. Et en plus, ces femmes mutées ont une radiosensibilité, c'est que la mammographie, c'est des rayons X, donc quand même avec une radiation qui n'est pas nulle. Et on sait que chez ces femmes jeunes mutées, la radiosensibilité, le risque de mutation ou de cancer du sein lié à des radiations est encore plus important que dans la population générale. Donc il est évident que chez ces patientes de moins de 40 ans, voire de moins de 30 ans, voire de moins de 25 ans qu'on va être amené à être suivis, n'auront pas de mammographie dans leur suivi au départ. On commencera les mammos plus tard. Donc ça, c'est très important à connaître et à savoir. Et donc, vous voyez, on parlait de l'arsenal tout à l'heure de l'imagerie. On a plein d'outils pour l'imagerie. Là, vous l'avez. Il y a la mammographie, il y a l'échographie. DBT, c'est ce qu'on appelle la tomosynthèse. C'est une mammographie en 3D. Grégory vous en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est aussi une grande évolution. Ce n'est pas le sujet ce soir. L'angiomammographie, qui est une mammographie avec injection. Et puis, la place chez ces patientes-là, c'est pour ça que je l'ai mis en plus gros, de l'imagerie par résonance magnétique, de l'IRM du sein, qui est vraiment l'examen princeps qu'on va proposer à ces jeunes patientes le plus souvent dans leur suivi. Un petit détail sur la place de l'IRM. Alors, je ne vais pas vous lire cette diapo-là, parce que ça, c'était un article très intéressant, mais je vais vous donner ça. Donc ça, c'est un exemple. Alors, voilà, un des exemples. Alors, je vous ai pas mis, on ne va pas énumérer toutes les mutations, mais ça, c'est l'exemple type, justement, des mutations à très haut risque, au-delà du 40% de risque dans la vie. Et voilà ce qu'on propose dans ce type de mutation à ces patientes et aux apparentés aussi, lorsque la mutation a été découverte chez des apparentés qui n'ont pas eu de cancer, mais qu'on va suivre dès l'âge de 20 ans. Vous voyez, on va commencer les examens cliniques donc à 20 ans, et la surveillance en imagerie commence à partir de 25 ans. Et on va alterner des techniques d'imagerie, donc sans rayon X, évidemment pour ne pas être plus délétère que la surveillance, que sont l'échographie, qui est un excellent examen, surtout chez les jeunes femmes, puisque aujourd'hui, avec les appareils qu'on a, l'échographie est quand même une performance très importante, et l'IRM du sein, qui est vraiment la pierre angulaire de la surveillance. Et vous voyez qu'à partir entre 30 et 75 ans, on va pouvoir saupoudrer un petit peu de mammographie. Alors en général, pas tous les ans jusqu'à 40 ans. On va faire une mammographie une fois sur 2, une fois sur 3, tout en gardant l'écho et l'IRM. Et puis à partir de 40 ans, on va pouvoir faire la mammographie chaque année avec l'IRM et la mammographie. Mais ce qui est important aussi à savoir, et tu l'as bien souligné tout à l'heure, pour nous radiologues, on est en première ligne de ces patientes. C'est à nous souvent de leur donner des conseils avant même qu'elles aient fait les consultations, de leur dire, vous avez une mutation, attention, il n'y a pas que le sein. Et ça, c'est de notre devoir aussi à nous de savoir un petit peu en fonction des mutations quels sont les autres risques. Et vous voyez sur la colonne du milieu, par exemple pour les BRCA1, le cancer de l'ovaire, évidemment, puisqu'il va y avoir cette indication d'annexectomie prophylactique, mais aussi les cancers du pancréas, les cancers de la prostate chez l'homme, les patients mutés ont des risques de cancer de prostate plus importants, et le côlon. Donc il va falloir aussi expliquer aux patientes, et encore une fois, souvent le radiologue est en première ligne, et c'est lui qui va parfois induire ces surveillances-là. Alors un petit exemple quand même, comme radiologue, on va vous montrer un petit exemple. Voilà une patiente de 55 ans qui avait une mammographie, une échographie normale. Et donc comme elle est mutée, on vient de découvrir sa mutation, donc on lui propose de faire une IRM. Alors j'ai pas de truc. Donc en haut à gauche, vous voyez 2 images d'IRM du sein. C'est une patiente qui porte des prothèses. Donc les images noires au milieu, vous voyez qu'elle a des prothèses mammaires. Et pour ceux qui le voient, vous voyez qu'il y a une petite tache blanche qui apparaît au contact de la prothèse, dans la partie, dans le cadran inféro-interne, dans la partie interne et inférieure du sein. Et cette toute petite image de 5 mm n'avait pas été vue sur une mammo standard, etc., parce que c'est extrêmement difficile à voir, voire quasiment invisible sur des seins denses. Et grâce à l'IRM, qui nous permet de détecter cette petite image, on va pouvoir revenir dans un second temps en échographie, puisqu'on sait exactement où se situe la lésion, et en échographie de ce qu'on appelle de deuxième look, de second look, qui va être dirigé par l'IRM, ça va nous permettre le plus souvent, dans un très grand nombre de cas, de retrouver cette petite lésion qui n'avait pas été vue avant et qui va permettre, alors sur les images de droite, c'est la biopsie, qui permet de la biopsier avec des techniques un peu particulières, parce que comme la lésion est au contact de la prothèse, on ne peut pas faire une biopsie classique. On va faire une biopsie, ce qu'on appelle par aspiration, de macrobiopsie, qui va permettre de faire le diagnostic, dans ce cas-là, de tout petits cancers qu'on a découvert chez cette patiente. Donc vous voyez, ça c'est l'intérêt de l'IRM, d'arriver à dépister des choses que ne peuvent pas faire parfois les autres techniques. Et de retrouver aussi par les autres techniques de biopsie. Et on parlait des recommandations. Donc, en effet, en France, on a la chance de fonctionner avec des recommandations. Donc, il y a une recommandation de l'HAS et de l'INCa
spécifique pour le dépistage de ces patientes à très haut risque muté. Alors cette recommandation aujourd'hui, elle porte sur les BRCA1, BRCA2, mais par assimilation, et donc probablement qu'à la prochaine réunion, prochaine reco, ça sera rentré dedans, par assimilation, on y intègre toutes les autres mutations à très haut risque au-delà de 40%. Merci beaucoup, Luc Rothenberg. Une petite dernière. Ouais, alors je pour vous parlais conclure. tout à l'heure de l'ifroménie, qui est cette mutation TP53 avec ce très très haut risque. Donc la surveillance du cancer du sein, entre guillemets, est exactement la même que pour BRCA1. Mais vous voyez qu'on va y ajouter chaque année, on va faire une IRM corps entier, parce qu'on va aller chercher d'autres tumeurs, notamment les fameux sarcomes. Et vous voyez la liste de tous les cancers que peuvent développer ces patients porteurs de cette mutation génétique. On fait une IRM cérébrale toujours chaque année, etc. Donc c'est vrai que ce sont des suivis qui sont lourds, des patientes que nous on voit régulièrement, qu'on va voir 2 fois, 3 fois, 4 fois par an, parce qu'ils vont alterner les examens du sein, les examens du cerveau, les IRM corps entier. Donc, alors dans notre groupe, c'est vrai qu'on a un gros suivi, on a un gros panel de familles mutées, voilà, qu'on suit depuis très longtemps, parce qu'on fait partie des centres experts pour ça. Et c'est vrai que ce qui est très important, c'est que ces patients soient suivis en général toujours dans le même centre, si possible toujours par le même radiologue qui connaît bien ce type de pathologie. C'est ça que vous le disiez. Alors pour ces patientes-là, c'est très important que ça soit pas fait n'importe où, en effet. Merci beaucoup. Vous avez encore autre chose pour nous? On ne vous arrête plus, on m'avait prévenu. Non, je m'arrête plus. Mais j'ai un peu de temps. Alors, c'est juste pour vous montrer, c'est cette patiente, une patiente mutée P53, et donc à qui on n'a pas fait d'IRM cette fois-ci, à qui on a fait ce qu'on appelle une angiomammographie. Puisque là, en fait, elle avait des images extrêmement suspectes. Donc, le risque, si vous voulez, de rassurabilité, là, ne se porte plus. On n'est pas dans le dépistage, mais on est dans le diagnostic. Et chez cette patiente, il fallait faire très, très vite. Donc, on avait un accès à la mammographie avec injection de produit de contraste. On injecte le même produit que pour faire un scanner. Et on fait une soustraction d'images comme en IRM. Et vous voyez que chez cette patiente, alors vous voyez en bas, c'est ce qu'on appelle une angiomammographie, vous effacez la totalité du sein pour ne garder que ce qui prend le contraste, ce qui s'allume avec le produit de contraste. Et chez cette patiente, tout ce qui s'allume, toutes les taches blanches que vous voyez en bas, en fait, sont des cancers. Donc c'est une jeune femme de 38 ans qui, en 6 mois, a développé, vous voyez, un cancer qui est bilatéral, il y en a dans les 2 seins, qui est ce qu'on appelle multifocal, puisqu'il y a plusieurs cancers dans chaque sein. Et ce sont des patientes qui développent alors souvent des lésions triple négatives, comme on a dit, qui sont des cancers très rapidement évolutifs et rapidement métastatiques. On va retrouver en écho, évidemment, et qu'on fait. Et pour finir, on parlait des autres types de mutations avec un petit peu moins de risque, moins de 40%. Ça reste très haut risque. Ce sont des patientes qui ont donc plus de 20% de risque. C'est-à-dire qu'elles sont, normalement, ce sont des indications de les suivre en IRM. Mais vous voyez que chez elles, on va commencer non pas à 25 ans et à 30 ans, on va commencer autour de 40 ans en additionnant la mammographie, l'échographie et l'IRM qui se fera chaque année, soit dans la même période de l'année, soit en alternance. Ça, on le laisse au choix des patientes. Si elles ont envie de nous voir qu'une fois par an, on va faire les 3 examens en même temps. Certaines patientes préfèrent nous voir tous les 6 mois et on va alterner une fois mammo-écho, une fois IRM. Mais ça, on leur laisse le choix parce que dans la littérature, il n'y a pas de différence de pronostic entre celles qu'on voit une fois par an ou celles qu'on voit 2 fois par an. Voilà, et je pense que j'en ai fini là. Je vous laisse cette dia juste pour que vous le lisiez. Des questions pour Luc Rothenberg avant de passer à la chirurgie peut-être. N'hésitez pas à lever le bras. C'est très clair. C'est que vous avez été très complet, très clair. Posez les questions. Bravo. Bravo à vous.